14 jours. Ce qui ressemblait à une formalité administrative s'est mué en épreuve de souveraineté exposée au regard du monde entier. Derrière un calendrier rigide et des chiffres impersonnels, l'ultimatum révèle surtout le prix politique du silence exigé depuis des décennies. Que signifie ce compte à rebours pour les citoyens concernés? Et pourquoi la parole d'Ibrahim Traoré a-t-elle trouvé un écho bien au-delà du Burkina Faso? Dans cet instant suspendu, l'Afrique entière semble retenir son souffle, consciente que l'issue dépasse largement un simple bras de fer diplomatique. Dès le départ, une promesse s'impose: comprendre pourquoi cet épisode n'est pas une crise passagère, mais un test durable des rapports de pouvoir et des choix de développement. L'essentiel, pour celui qui écoute, est simple: saisir les mécanismes réels derrière les discours officiels. L'analyse ne se limite pas aux déclarations publiques. Elle explore la logique des institutions internationales, les attentes implicites qui encadrent leurs décisions et la manière dont ces règles façonnent la marge de manœuvre d'un État comme le Burkina Faso. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré apparaît comme un pari calculé plutôt qu'un simple geste de défi. Les enjeux sont élevés et assumés. En cas d'échec, le pays s'expose à l'isolement, à des contraintes économiques et à une pression sociale accrue. En cas de réussite, il pourrait ouvrir une brèche symbolique, démontrer qu'une autre relation au monde est envisageable, même pour une nation aux ressources limitées. Au-delà d'un dirigeant ou d'un ultimatum, la question centrale demeure: jusqu'où une société peut-elle redéfinir sa souveraineté sans rompre totalement avec l'ordre international existant? En moins de 48 heures, le discours d'Ibrahim Traoré a été traduit dans plus de 15 langues et relayé massivement sur les réseaux. Un chiffre qui signale un basculement rare dans la circulation des récits politiques africains. Ce volume de reprises n'indique pas seulement un intérêt médiatique, il révèle qu'un message perçu comme local a soudain touché une corde continentale, voire mondiale. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir au contexte immédiat. L'ultimatum de 14 jours émane d'un cadre institutionnel présenté comme neutre, presque technique. En apparence, il s'agit d'une procédure standard, inscrite dans une longue tradition de conditionnalité internationale. Mais dans les faits, ce type de calendrier compressé agit comme un instrument de pression, réduisant le débat politique à une question de conformité rapide. Depuis des décennies, le Burkina Faso évolue dans un environnement où l'aide, la sécurité et la reconnaissance diplomatique sont étroitement liées à l'acceptation de règles définies ailleurs. Le Sahel, en particulier, a servi de laboratoire à des stratégies importées, souvent justifiées par l'urgence sécuritaire. Or, les résultats ont été mitigés. Retrait progressif de forces étrangères, instabilité persistante et fatigue sociale croissante, c'est dans ce paysage que la réponse publique d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. En rendant l'ultimatum visible et en le commentant sans intermédiaire, il rompt avec une pratique habituelle de négociation discrète. Ce geste transforme un échange diplomatique fermé en débat ouvert, où la population devient témoin et indirectement partie prenante. Et c'est là que se révèle le cœur de l'événement, moins dans le contenu exact des exigences que dans le déplacement du cadre. Là où l'on attendait une gestion silencieuse, apparaît une parole assumée. Là où l'on anticipait la peur des conséquences, surgit une logique de clarification. À partir de ce moment, l'épisode cesse d'être strictement burkinabé. Il s'inscrit dans une histoire plus large, marquée par des tentatives répétées de redéfinir la place des États africains dans l'ordre international. Ce contexte explique pourquoi la réaction dépasse les frontières et pourquoi chaque jour du compte à rebours acquiert une portée symbolique accrue.
dans les rues de Ouagadougou. L'effet du discours ne se lit pas d'abord dans les statistiques, mais dans des scènes ordinaires. Un étudiant, drapé de rouge et de vert, explique au micro improvisé qu'il n'a plus peur de prendre position publiquement. Pour lui, la séquence en cours marque moins une rupture brutale qu'un moment longtemps attendu, celui où la parole officielle rejoint enfin un sentiment diffus dans la société. Chez les enseignants, le changement est plus discret, mais tout aussi révélateur. Certains évoquent en classe des figures historiques longtemps reléguées au second plan, reliant l'actualité à une mémoire collective de résistance et de dignité. Ce ne sont pas des slogans nouveaux, mais leur réapparition dans un cadre institutionnel leur confère une légitimité inédite. Les commerçants, eux, parlent surtout d'incertitude, les rumeurs de sanctions, de gel d'avoirs ou de perturbations logistiques circulent rapidement. Pourtant, ces inquiétudes coexistent avec une forme de fierté prudente. Beaucoup comparent la pression actuelle à des expériences passées de dépendance, soulignant que la vulnérabilité n'est pas née avec l'ultimatum. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré joue le rôle d'un repère plus que celui d'un héros. Son discours sert de point de référence autour duquel s'articulent des interprétations multiples, parfois contradictoires. Certains y voient un risque calculé, d'autres un symbole nécessaire. L'impact précoce le plus tangible est peut-être narratif. Là où le Burkina Faso était souvent décrit à travers le prisme de la fragilité, le récit dominant commence à intégrer des notions de choix et de responsabilité. Cette évolution n'efface ni les contraintes économiques ni les menaces d'écornoucos sécuritaires. Elle modifie toutefois la manière dont elles sont perçues et discutées publiquement. Et la leçon est nette. Quand le cadre du débat change, les attentes collectives changent avec lui. Tout commence par un document bref, daté et formulé dans un langage administratif neutre. Un courrier officiel fixe un délai de 14 jours pour se conformer à des exigences présentées comme non négociables. Dans de nombreux cas similaires, ce type d'ultimatum reste confiné au bureau ministériel et aux échanges diplomatiques discrets. Ici, la trajectoire est différente dès les premières heures. Ibrahim Traoré reçoit la notification, la lit à plusieurs reprises puis prend une décision inhabituelle, rendre le contenu public. Ce choix constitue le premier basculement. En exposant l'ultimatum à la population, il transforme un rapport bilatéral asymétrique en un sujet de débat national. La réaction est immédiate. À Ouagadougou, les rumeurs circulent du plus vite que les communiqués officiels évoquant des scénarios d'embargo, de sanctions ciblées ou de rupture d'assistance. Le soir même, la télévision nationale diffuse une allocution concise. Le ton est mesuré, mais le message est sans ambiguïté. Le pays ne pliera pas sous la pression du calendrier imposé. Cette déclaration marque le passage de la phase d'alerte à celle de la mobilisation symbolique. La peur, jusque-là diffuse, change de camp. Là où l'isolement était anticipé, une dynamique collective commence à émerger. 2 jours plus tard, la rue devient un acteur à part entière. Des milliers de personnes se rassemblent sans mot d'ordre centralisé. Les drapeaux du Burkina Faso se mêlent à ceux de pays voisins, signe que l'événement est perçu comme régional plutôt que strictement national. Les images, relayées à l'étranger, surprennent par leur spontanéité, elles contrastent avec le récit habituel d'une société paralysée par la contrainte sécuritaire. La séquence se poursuit sur le terrain diplomatique. Les ambassades s'activent, les capitales occidentales multiplient les réunions d'urgence, cherchant à interpréter la posture d'un dirigeant qui ne cherche ni l'escalade verbale ni la conciliation rapide. Ibrahim Traoré insiste sur une ligne précise. Il ne parle pas de rupture totale, mais de réparation d'une relation jugée déséquilibrée. Cette nuance complique les réponses traditionnelles.
fondée sur l'alternative coopération ou sanction. À mi-parcours du délai, un nouvel élément renforce la tension. Des délégations africaines non officiellement invitées se présentent à la présidence pour exprimer un soutien moral. Anciens responsables politiques, leaders religieux, représentants de la jeunesse se succèdent. Ce flux constant donne l'image d'un pouvoir qui s'appuie sur une légitimité sociale élargie, même si celle-ci reste hétérogène. Lorsque le compte à rebours approche de son terme, le climat change encore. L'absence d'annonces spectaculaires, combinée à un calme inhabituel, crée une attente dense. Les dernières heures s'écoulent à jeun sans incident majeur. Aucun choc immédiat ne survient. Ce silence, loin d'apaiser, agit comme un révélateur. Ce qui devait être un mécanisme de contrainte s'est mué en séquence de clarification. Avant l'ultimatum, le Burkina Faso était perçu comme un acteur sous pression. Après, il apparaît comme un acteur qui a choisi d'exposer les règles du jeu. La chronologie montre moins une montée vers la confrontation qu'un déplacement progressif du centre de gravité politique. Avant la crise, la croissance économique du Burkina Faso dépassait à peine 2,8% selon des institutions financières régionales. Moins d'un an plus tard, malgré le retrait de certaines aides et la pression diplomatique, elle atteint environ 4,1%, un écart modeste en apparence mais significatif dans un contexte de contraintes accrues. Ce passage d'une base fragile à une progression limitée mais positive constitue le premier indicateur à examiner. Et non comme un exploit spectaculaire, mais comme un signal de résilience. Il suggère qu'une économie peut absorber un choc externe sans basculer immédiatement, à condition que les mécanismes internes soient mobilisés de manière cohérente. Un deuxième chiffre éclaire cette dynamique. Avant les réorientations récentes, près de 70% des ressources de développement provenaient de bailleurs extérieurs. La réduction partielle de ces flux a obligé l'État à activer d'autres leviers, notamment régionaux et communautaires. La dépendance ne disparaît pas, mais elle se transforme. Moins de transferts directs, davantage de contributions locales et d'investissements sud-sud. Cette évolution n'équivaut pas à une autonomie totale. Elle indique cependant un changement de structure, où la vulnérabilité se répartit différemment au lieu de se concentrer sur un seul axe. Le troisième indicateur concerne l'énergie. La part de l'électricité produite localement est passée de 18% à 30 et 1% en 10 mois. Pris isolément, ce chiffre reste insuffisant pour couvrir les besoins nationaux. Interprété dans son contexte, il marque toutefois une rupture symbolique. Chaque point supplémentaire réduit l'exposition aux ruptures d'approvisionnement et renforce la capacité de planification interne. Il s'agit moins d'un saut technologique que d'une réorientation progressive des priorités. Ces trois données doivent être lues ensemble. La croissance modérée montre que l'économie ne s'est pas effondrée. La baisse relative de la dépendance extérieure indique un redéploiement des sources de financement. L'augmentation de la production énergétique locale révèle un effort ciblé vers des secteurs stratégiques. Aucune de ces tendances, prises séparément, ne prouve un succès durable. Leur combinaison, en revanche, dessine une trajectoire distincte de celle anticipée par de nombreux observateurs. Les institutions qui prédisaient une récession sévère se fondaient sur des modèles où la rupture de l'aide entraîne mécaniquement une contraction. Or, le cas burkinabé suggère une réalité plus nuancée. Les ajustements ont été absorbés par des initiatives internes, des coopérations régionales et une mobilisation sociale accrue. Cela ne supprime ni les risques inflationnistes, ni les tensions sur les importations essentielles. Cela montre simplement que la causalité n'est pas automatique. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré prend une dimension mesurable.
Elle ne repose pas uniquement sur un registre symbolique, mais sur une série de choix qui produisent des effets quantifiables, même limités. À Agip, les chiffres ne racontent pas une réussite éclatante. Ils documentent une transition. La question centrale devient alors la suivante. Ces indicateurs peuvent-ils se stabiliser et s'améliorer sans retour massif à la dépendance initiale? Ou ne représentent-ils qu'une parenthèse conjoncturelle dans un environnement toujours incertain? Les critiques de la ligne adoptée avancent d'abord un argument pragmatique. Refuser un ultimatum international, disent-ils, revient à fragiliser un pays déjà exposé à des chocs multiples. Le Burkina Faso dépend encore d'importations essentielles, notamment pour le carburant, certains intrants agricoles et des produits médicaux. Dans cette lecture, la souveraineté symbolique ne compense pas le risque de rupture concrète. La stabilité, même imparfaite, vaudrait mieux qu'une affirmation de principe aux conséquences imprévisibles. Un second argument se veut institutionnel. L'ordre international, malgré ses asymétries, fonctionne sur des règles partagées. S'en écarter ouvertement pourrait marginaliser durablement un État, réduire sa crédibilité auprès des investisseurs et compliquer toute coopération future. Les précédents historiques sont souvent cités. Des pays ayant rompu brutalement avec leurs partenaires se sont retrouvés isolés, contraints de revenir plus tard à la table des négociations dans une position affaiblie. Vu sous cet angle, la prudence serait une stratégie de survie plutôt qu'un renoncement. Ces objections sont cohérentes et largement répandues. Pourtant, elles reposent sur une hypothèse centrale, que l'isolement découle mécaniquement du refus. Or, la séquence récente suggère une causalité moins linéaire. Les relations internationales africaines ont longtemps été structurées par une logique conditionnelle où l'aide et la sécurité étaient échangées contre une conformité politique. Dans ce cadre, le dialogue n'était pas toujours synonyme d'égalité, mais souvent d'acceptation tacite des termes imposés. La réponse portée par Ibrahim Traoré ne nie pas les contraintes matérielles. Elle les replace dans une autre hiérarchie. L'argument est le suivant. Une stabilité obtenue par la dépendance prolongée produit à terme des vulnérabilités plus profondes. La paix imposée de l'extérieur devient une pause entre deux crises, non une solution durable. Ainsi, le contre-argument ne prétend pas que le refus est sans coût. Il affirme que le coût du statu quo est sous-estimé. En exposant publiquement les règles du jeu, la stratégie vise moins la rupture que la redéfinition des termes de l'engagement. La question n'est donc pas de choisir entre prudence et courage, mais de déterminer laquelle de ces deux attitudes réduit réellement le risque à long terme. À ce stade du compte à rebours, un fait inattendu change la lecture de toute la séquence. Alors que l'ultimatum atteint sa moitié, Ibrahim Traoré disparaît brièvement de l'espace médiatique pendant près de 48 heures. Aucun communiqué, aucune image officielle, seulement un silence dense qui contraste avec l'agitation précédente. Pour certains observateurs, et cette absence alimente les spéculations, hésitations, pression accrue ou repli stratégique. La révélation intervient avec sa réapparition. Une courte vidéo enregistrée dans un cadre sobre, sans symboles appuyés, recentre le message. Le propos n'est pas dirigé vers les institutions internationales, mais vers la population. Il ne s'agit plus de répondre à une exigence extérieure, mais de rappeler que l'enjeu dépasse un homme ou un gouvernement. Cette inversion du destinataire modifie la dynamique. À partir de ce moment, la temporalité change. Le compte à rebours cesse d'être uniquement celui de l'ultimatum. Il devient celui d'une appropriation collective du récit. Les réactions se déplacent des chancelleries vers les réseaux sociaux, des analyses diplomatiques vers des discussions citoyennes.
Ce milieu de parcours marque donc un tournant narratif. L'événement n'est plus perçu comme une crise imposée de l'extérieur, mais comme une séquence que le pays choisit d'assumer publiquement. Le pouvoir symbolique ne réside plus dans la sanction annoncée, mais dans la capacité à maintenir une cohérence entre parole et posture. Les effets de la séquence ne se mesurent pas de la même manière selon les acteurs concernés. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est diplomatique. Les relations avec certaines capitales européennes se refroidissent, des programmes de coopération sont suspendus ou réévalués, mais aucun canal n'est totalement rompu. Cette situation intermédiaire crée une zone grise, moins de soutien formel, mais davantage de marge pour redéfinir des partenariats régionaux. Ibrahim Traoré exploite cet espace en renforçant les échanges avec des voisins sahéliens, transformant une pression extérieure en levier de coordination régionale. Du côté des entreprises locales, l'impact est plus contrasté. Les secteurs dépendants des importations ressentent des tensions accrues sur les coûts et les délais. En revanche, certaines activités tournées vers la production locale bénéficient d'un regain d'intérêt et de soutien public. Cette redistribution des contraintes ne crée pas de gagnant net, mais elle modifie les incitations. Là où l'économie reposait largement sur l'accès facilité aux ressources extérieures, elle commence à valoriser davantage les circuits internes et régionaux, même au prix d'une efficacité moindre à court terme. Pour les citoyens, les conséquences sont avant tout sociales et symboliques. Les incertitudes économiques, la crénoline persistent, et les difficultés quotidiennes ne disparaissent pas. Pourtant, de nombreux témoignages évoquent un changement de perception. Le discours officiel, relayé et discuté publiquement, transforme la relation entre l'État et la population. La contrainte n'est plus seulement subie, elle est expliquée et débattue. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré devient moins celle d'un décideur isolé que celle d'un point de convergence des attentes, positives comme critiques. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est cumulatif. Le positionnement du Burkina Faso agit comme un signal pour d'autres pays confrontés à des dilemmes similaires. Sans provoquer d'alignement automatique, il ouvre un espace de discussion sur la nature des alliances et des dépendances. Des projets communs, notamment dans les domaines énergétiques et sécuritaires, sont évoqués comme réponse pragmatique à la réduction du soutien occidental. Ces quatre niveaux montrent que l'ultimatum n'a pas produit une rupture uniforme. Il a généré une recomposition progressive, inégale et parfois fragile. Les coûts existent et restent visibles. Les bénéfices, eux, se situent au moins dans des gains immédiats que dans une capacité accrue à choisir et à prioriser. En ce sens, la conséquence la plus durable pourrait être immatérielle. En exposant publiquement les contraintes, la séquence a déplacé le débat de la peur vers la responsabilité. Et c'est dans cet espace encore instable que la stratégie d'Ibrahim Traoré trouve sa portée réelle, bien au-delà des effets économiques immédiats. Trois trajectoires possibles se dessinent. La première est celle de la continuité prudente. Le Burkina Faso maintient une position ferme sur le principe tout en évitant les ruptures irréversibles. Les sanctions restent essentiellement symboliques, les canaux diplomatiques demeurent ouverts et les partenariats régionaux progressent lentement. L'économie s'ajuste sans croissance spectaculaire. Certaines pénuries persistent, mais la production locale et les circuits communautaires amortissent les chocs. Dans ce cadre, la stabilité repose sur la cohérence entre discours et politique publique, plus que sur des résultats rapides. La seconde trajectoire est plus optimiste et repose sur un effet d'entraînement. Si les dynamiques actuelles se consolident, d'autres États africains pourraient s'inspirer de cette posture pour renégocier leur propre cadre de coopération. La pression populaire,
relayés par des débats au sein d'organisations régionales, ouvriraient alors des espaces de réforme graduelle. Le Burkina Faso deviendrait un laboratoire d'expérimentation, non par la performance économique brute, mais par sa capacité à articuler souveraineté, coopération régionale et discipline budgétaire. Dans cette hypothèse, les investissements sud-sud et les projets communs, notamment énergétiques, gagneraient en crédibilité. La troisième trajectoire est plus contraignante et met en lumière les risques. Si les alliances régionales ne suffisent pas à compenser la baisse des apports extérieurs, le pays pourrait faire face à des tensions d'approvisionnement plus sévères. L'inflation, la fatigue sociale et les campagnes de désinformation accentueraient alors les divisions internes. Dans un tel contexte, la posture initiale serait requalifiée a posteriori comme une prise de risque excessive, offrant aux acteurs extérieurs un argument pour réimposer des solutions présentées comme stabilisatrices. Ces trajectoires ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent se succéder ou coexister selon les secteurs et les périodes. Le facteur déterminant n'est pas tant l'environnement international que la capacité à transformer un discours politique en décision mesurable. Si les annonces quotidiennes se traduisent par des mécanismes concrets de production, de redistribution et de gouvernance, la marge de manœuvre s'élargira. À l'inverse, si l'écart entre parole et action se creuse, la séquence actuelle risque de perdre sa force mobilisatrice. Le choix central n'est donc pas entre confrontation et compromis, mais entre cohérence et improvisation. C'est cette variable, plus que les réactions externes, qui pèsera sur l'issue des prochains mois. Pour de nombreux spectateurs, l'enjeu dépasse désormais l'analyse géopolitique. Il touche à des expériences concrètes et comparables, même hors du Burkina Faso. Les travailleurs confrontés à la précarité reconnaissent dans cette séquence une question familière. Jusqu'où accepter des contraintes imposées au nom de la stabilité? Le débat résonne avec leurs propres arbitrages entre sécurité immédiate et dignité à long terme. Chez les jeunes, en particulier, la portée est plus identitaire. Beaucoup voient dans cette prise de position un rare exemple de cohérence entre un discours officiel et une aspiration générationnelle à l'autonomie. Cela n'efface ni le chômage, ni les difficultés d'accès à l'éducation, mais cela modifie l'horizon des possibles. La politique cesse d'apparaître comme un domaine réservé à des acteurs lointains. Elle devient un espace de discussion et de responsabilité partagée. Pour les membres de la diaspora, la connexion est différente mais tout aussi forte. La distance géographique accentue souvent le sentiment d'impuissance. Or, la séquence actuelle réactive un lien symbolique. Les débats, les contributions financières ponctuelles et les échanges culturels prennent un sens renouvelé. Ils ne sont plus perçus comme de simples gestes de soutien, mais comme une participation à un projet collectif. À ce stade, deux pistes de réflexion émergent pour le public. La première consiste à observer comment les décisions politiques se traduisent concrètement dans le quotidien au-delà des déclarations. La seconde invite à interroger ses propres attentes vis-à-vis des institutions, locales ou internationales. Qu'attend-on réellement de la stabilité et à quel moment celle-ci devient-elle synonyme d'immobilisme? En reliant ces interrogations à des situations vécues, cette partie vise moins à convaincre qu'à engager. Elle propose un miroir plutôt qu'une conclusion, laissant au spectateur la responsabilité de situer sa propre position face aux choix évoqués. À ce stade, la séquence ne peut rester uniquement symbolique. Elle appelle une traduction opérationnelle, avec des étapes lisibles et mesurables. D'abord, la production locale devient prioritaire. Des programmes agricoles coopératifs visent à réduire progressivement la dépendance alimentaire, en confiant aux collectivités une responsabilité directe sur les résultats.
L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la sécurisation d'une base minimale capable d'absorber les chocs externes. Ensuite, la formation s'impose comme un levier central. Les universités et centres techniques sont mobilisés pour intégrer des modules liés à la gouvernance régionale et à l'économie productive. L'enjeu est de former des compétences adaptées à un contexte de ressources contraintes, plutôt que de reproduire des modèles importés. Cette orientation vise un horizon de moyen terme, où les choix politiques reposent sur un vivier local de décideurs et de techniciens. Puis viennent la sécurité et l'énergie, deux domaines étroitement liés. La coordination régionale, déjà amorcée, cherche à mutualiser certaines capacités sans créer de dépendance exclusive. Dans le domaine énergétique, l'augmentation progressive de la production locale sert de baromètre. Chaque gain, même modeste, réduit l'exposition aux pressions extérieures. Enfin, un volet plus institutionnel concerne la mesure et le suivi. Des indicateurs de suivi sont utilisés pour évaluer non seulement la croissance, mais aussi le degré d'autonomie opérationnelle. Cette logique de transparence vise à éviter que la souveraineté ne reste un slogan non vérifiable. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'unique moteur, mais comme le catalyseur d'un processus collectif. La réussite dépendra moins d'un discours que de la capacité à maintenir une cohérence entre annonce, mise en œuvre et évaluation. La feuille de route reste fragile et réversible. Elle pose néanmoins une question décisive. Un État peut-il transformer une affirmation politique en discipline quotidienne suffisamment crédible pour durer au-delà de la séquence actuelle? Sur la place de la nation, là où les rassemblements spontanés ont donné corps à la séquence, les traces matérielles s'estompent sinon déjà. Les banderoles se déchirent, la poussière recouvre les slogans écrits à la craie. Pourtant, quelque chose demeure. Ce n'est pas une victoire mesurable ni une certitude politique, mais un changement de posture collective. Les témoins les plus âgés évoquent d'autres périodes de bascule, rappelant que l'histoire ne se répète pas mécaniquement. Elle revient sous forme d'échos, de références, de comparaisons. Dans ces récits, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme celle d'un héros solitaire, mais comme un point de cristallisation. Son nom circule moins pour ce qu'il promet que pour ce qu'il a déclenché. Une conversation élargie sur la responsabilité et le choix. Le rappel essentiel tient dans ce déplacement. Avant, la contrainte était vécue comme une fatalité extérieure. Après, elle devient un paramètre discuté, assumé, parfois contesté. Cette nuance change la manière dont une société se projette. Elle n'élimine ni la peur, ni l'incertitude, mais elle redonne une marge d'action symbolique. La phrase qui revient le plus souvent n'est pas triomphale, elle est sobre. Se relever suffit parfois à changer la trajectoire. Dans cette sobriété réside la portée émotionnelle de la séquence, bien au-delà de son issue immédiate. La séquence qui vient d'être parcourue ne se conclut pas par une injonction ni par une certitude. Elle laisse plutôt une question ouverte adressée à plusieurs niveaux de la société. Aux citoyens burkinabés, elle rappelle que la dignité politique n'est pas un acquis définitif, mais une pratique quotidienne faite de vigilance et d'exigence. Aux observateurs extérieurs, elle propose un décentrement, regarder au-delà des cadres habituels d'analyse pour comprendre ce qui se joue réellement. Pour le public plus large, l'enjeu est moins de prendre parti que de réfléchir aux mécanismes mis en lumière. Comment se forment les rapports de dépendance? À quel moment la stabilité cesse-t-elle d'être protectrice pour devenir contraignante? Et surtout, qui définit les termes de cette stabilité? Ibrahim Traoré, dans cette séquence, n'est ni une réponse définitive, ni un modèle clé en main. Il incarne une interrogation adressée à son époque. La suite dépendra de la capacité collective à transformer cette interrogation en débat informé,
puis en choix assumés. La conversation reste donc ouverte. Elle ne demande pas une adhésion immédiate, mais une attention prolongée. Car ce qui s'est joué en 14 jours dépasse un ultimatum. Cela touche à la manière dont les sociétés décident donc de se tenir debout, ou non, face aux règles qui leur sont proposées.